Cinquièmement, séjour à Tikrit. Parmi les pays indépendants, ceux du sud du Grand Atlas présentent en leur organisation sociale des différences avec ceux du nord. Dans ceux-ci, une seule unité, la tribu. Un seul état social, l'état démocratique. Aucun lien n'unit les tribus entre elles. La tribu est une grande famille avec ses subdivisions naturelles, tentes ou maisons, douars ou villages, groupes de plusieurs centres habités, et ainsi de suite. Le fractionnement est d'autant plus grand que la tribu est plus nombreuse. Chaque groupe se gouverne à part comme bon lui semble, au moyen d'une assemblée où chaque famille est représentée. Jma'a en arabe, Mfélis en tamazirt. Quelques hommes ayant souvent la prépondérance, mais sans titre ni droit reconnu. Les affaires concernant la tribu entière se règlent d'après le même principe. Les petites tribus réunissent tous leurs membres pour délibérer, dans les grandes telles que les Zayan, les Mizmour, les Sma'la, où les premières fractions sont elles-mêmes nombreuses et souvent peu unies entre elles, ces fractions se concertent et se décident séparément, s'inquiétant ou ne s'inquiétant pas du parti pris par les autres. Dans certaines tribus, telles que les Hayt Teb, les Hayt Bouzid, il y a des qanoun, codes de loi auxquels les habitants sont tenus de se soumettre et que l'Assemblée générale fait respecter. Chez la plupart, cela n'existe pas. Les assemblées ne s'occupent point des particuliers. Tout leur est permis. S'il s'élève des différends, soit entre familles, soit entre fractions, elles les tranchent entre elles à coups de fusil. Et si, avec la liberté entière, la division à l'infini, la désunion complète. Là, avec un peu plus d'ordre et d'unité, c'est toujours la démocratie absolue. Les différentes tribus n'ont d'autres relations que les guerres et les alliances qu'elles font momentanément entre elles. Au sud du Grand Atlas, nous trouvons trois unités, la tribu, le village, le district. Deux liens entre elles, la confédération et le vasselage. Deux états sociaux, le gouvernement par des chefs héréditaires et le régime démocratique. La tribu se rencontre et parmi les Imaziren et parmi les Arabes, avec son fractionnement naturel, le même en tout lieu. Tels sont les Znaga, les Eidjlel, les Eidsdrat, les Braber. Note de la rédaction. Par cette appellation, l'auteur désigne les tribus du versant sud-est du Grand Atlas. Fin de note. À côté d'elles se trouvent des villages isolés sans aucun lien entre eux. Ils sont habités les uns par un mélange de shluh, note de la rédaction, shlaha dans le texte de l'auteur. Fin de note. Et de hratn, d'autre part des membres de tribus diverses, d'autre part des shrifs ou des marabouts. Parmi ces villages, quelques-uns restent isolés, comme Qspat el-Jeu. Note de la rédaction. Connu aussi par Qspat el-Fayja. Fin de note. Ilir. La plupart, pour résister aux invasions des tribus voisines, s'unissent entre eux par groupes d'un certain nombre. Ils forment ainsi ce que nous appellerons des districts. Tels sont Arbamia, Tezgi, Ouadnoun, Tissint. Tribus, villages isolés et districts s'unissent entre eux par deux sortes de liens. Le premier est la confédération. Elle est formée de la collection de plusieurs de ces unités, quelles qu'elles soient, groupées pour former une masse plus compacte. Telle est la confédération du Deddes, telles sont les nombreuses tribus et les Ksar confédérés avec les Hayt Amr. Inutile de dire que ces confédérations sont soumises à des changements. Tantôt un groupe s'en détache, tantôt un autre s'y joint. Le second lien dont nous avons parlé est une sorte de vasselage. Des tribus, des districts se déclarent vassaux soit d'un chef, soit d'une tribu plus puissante. Note de l'auteur. Cet acte de vasselage est la dbiha, dont nous parlerons en détail plus loin. Fin de note. Les vassaux sont tenus à une redevance annuelle. Le suzerain s'engage en retour à respecter leurs personnes et leurs biens. Là se bornent les obligations mutuelles. C'est ainsi que des Sint Tata sont vassaux des Iddaoublel, que ceux-ci le sont des Brabr.
Tribus, districts, villages vivent les uns sous le régime despotique, les autres sous le régime démocratique. Les premiers sont gouvernés par des familles où le pouvoir suprême, avec le titre de sheikh, note de l'auteur. Sheikh en arabe, Amrar en tamazight. Fin de note. Le pouvoir suprême avec le titre de sheikh est héréditaire. Tels sont les Ait Amr, les Naga, le Misgita. L'autorité de ces sheikhs n'est pas lourde pour leurs sujets. Parents plus ou moins proches d'un grand nombre d'entre eux, force leur est de ménager ses alliés naturels. D'ailleurs, elle est de leur intérêt de n'indisposer personne. Ils laissent à leurs administrés grande liberté et ne leur demandent que 3 choses. Payer une légère redevance, les suivre quand ils font la guerre, ne pas trop se battre, se piller ni se voler entre eux. Ce n'est permis qu'avec les étrangers. Pour le reste, licence complète. Tel est dans le sud du Maroc ce que, faute d'autres noms, j'appelle le régime despotique. Quant au régime démocratique, les tribus ou districts qui l'ont adopté le possèdent avec les nuances les plus diverses. Chez les uns tels que les Ilalen, les Ebrqaqn, règne le système établi dans le nord. Tribus, fractions, villages se gouvernent par l'assemblée de tous leurs membres. Ailleurs, comme dans les Qsar de Tissint et de Tata, l'Assemblée garde entre ses mains la puissance souveraine et confie le pouvoir exécutif à un sheikh, qu'elle élit. Quelquefois, elle laisse ce titre longtemps dans la même maison, quelquefois, elle le porte sans cesse de l'une à l'autre. Certaines tribus, telles que les Iddaoublal, les Ait Umribat, les Issefn, se divisent en fractions ayant chacune à leur tête une famille où la dignité de sheikh est héréditaire. Tantôt le pouvoir de ces chefs est assez grand, comme chez les Ait Umribat et les Issefn. Tantôt, comme chez les Iddaoublal, leur seule prérogative est de conduire leurs frères dans les combats. Enfin, il y a un dernier système spécial au Braber, au Ait Sdrat, au Imghran. C'est celui des Shirlam. Shir nommé pour un an. Les tribus se gouvernent au moyen d'assemblées, mais dans chaque fraction, chaque district, le pouvoir exécutif est entre les mains d'un shir qu'on élit chaque année. S'il existe dans ces régions une organisation politique plus complète que dans le Nord, il ne faudrait pas en conclure qu'il y règne beaucoup plus d'ordre. L'administration intérieure de chaque village se fait assez régulièrement, mais c'est tout. De tribu à tribu, de fraction à fraction, de district à district, de village à village, les guerres sont continuelles. 3 motifs en produisent la plupart. Entre sédentaires, les contestations au sujet des eaux et des canaux. Entre nomades, le pillage injuste de vassaux que l'honneur commande de venger. Entre sédentaires et nomades, la cupidité de ceux-ci, qui les porte à attaquer les premiers pour les dépouiller. Je n'ai pas été dans une seule région au sud de l'Atlas sans y trouver, pour une de ces 3 causes, la guerre, soit intestine, soit avec des voisins. Les uns et les autres sont indépendants, de fait, mais reconnaissent la suzeraineté du sultan. Les marques de soumission qu'il lui donne se bornent à l'envoi annuel au glaoui d'un présent dont la valeur varie entre 50 et 200 francs. De plus, si l'on prend des voleurs, on les expédie à Imaounine. L'Assaka, le Tizgi, se gouvernent par leurs assemblées, infélices. Les Aïd Zineb ont un shir héréditaire, Cheikh Mohammed, qui réside à Tikirt et ne domine que sur une partie de sa tribu, celle qui est à l'est de Imzourn. Le reste, Imzourn, Tizgzawin, Tedoula, s'est depuis peu rangé volontairement sous la domination du shir de Taznart, Zenifi. Cela s'est fait sans guerre. La bonne intelligence des 2 chefs n'a pas été troublée. Ici, le tamazight est non seulement la langue générale, c'est presque la langue unique. À peine si un homme sur 5, une femme sur 20 savent l'arabe. Le costume est le même qu'à l'entrée des glawas, mais les femmes, qui dans le nord portaient peu de bijoux, en ont une foule et, en outre, se peignent la figure. Jusqu'ici, un fil de verroterie mêlé de grains de corail et de pièces d'argent suspendues au cou, un second placé dans les cheveux, étaient leurs seuls ornements.
Désormais, se couvriront d'énormes colliers d'ambre et de corail, de bracelets, de broches, de diadèmes, de pendants d'oreilles et d'autres volumineuses parures d'argent. Dans le Grand Atlas, nous avons trouvé le lait et le miel en abondance. Ici, il en a été de même. Plus loin, ces deux choses seront rares. On cesse de pouvoir se procurer du savon au sud de Tikrit. Jusqu'ici, on en fabriquait dans toutes les bourgades de quelque importance. C'était une spécialité lucrative des Juifs. Au-delà des Eid Zineb, il ne s'en fait plus. Il ne s'en vend plus sur les marchés. Pour laver les vêtements, on se sert de certaines herbes. Le blanchissage ainsi obtenu est médiocre. Je profite de mon séjour à Tikrit pour aller visiter les ruines de Teskdelt, célèbre dans le pays et objet de 1000 légendes. Elle se compose d'une enceinte presque carrée, jadis garnie de tours sur tout son développement. Les murailles, épaisses, ont dû être, en maçonnerie à la base, empisées dans le haut. Il en reste peu de choses. Une partie des murs s'est écroulée, le reste, très écrêté, tombe chaque jour davantage. La partie sud est la mieux conservée. On y voit 7 ou 8 tours ayant encore 3 à 4 mètres. À l'intérieur de l'enceinte s'élèvent des monceaux de pierre ne présentant que des débris informes. La forteresse est construite en amphithéâtre sur une côte rocheuse d'une pente de 1/2 dont elle couvre toute la hauteur. Dans sa portion nord, cette côte se transforme brusquement en une muraille verticale où s'ouvrent les bouches de plusieurs cavernes. Une ancienne citadelle des cavernes, voilà plus qu'il n'en faut aux habitants pour voir ici une trace du passage des chrétiens. D'ailleurs, l'histoire n'est-elle pas là pour prouver la vérité de cette opinion? Histoire écrite en des livres qu'on n'a pas pu m'en montrer, mais dont le contenu est dans la mémoire de chacun. Naguère, il y a bien des siècles, 3 princesses, filles d'un roi chrétien, régnaient sur ces contrées. L'une, Doula bint Wa'd, résidait en cette forteresse de Teskdelt. Une autre, Zilpha bint Wa'd, en habitait une semblable. Sur les bords de la Sif Marron, près de Tessayout, la troisième, Stouka bint Wa'd, une semblable encore à Teskoukt, sur l'oued Imini. En ces 3 lieux se voient des ruines pareilles. Les musulmans firent longtemps la guerre aux 3 princesses chrétiennes et finirent par les chasser. Il est plus probable que les 3 Kaspas sont l'œuvre d'un même sultan, celui sans doute qui construisit le pont de l'oued Ardat. Dans cette excursion, je passe auprès du confluent des oueds Iriri et Imini. Ils se réunissent dans une plaine triangulaire semblable à celle de Tikrit. Même sol vaseux, bas et plat, couvert de cultures, et en hiver inondé. Pas d'arbres, si ce n'est quelques-uns auprès des villages. Champs d'orge, de blé, surtout de maïs. On laboure avec des charrues à soc de fer, traînées par des bœufs. Ces derniers sont assez nombreux dans le pays, ainsi que les moutons et les chèvres. Depuis le Tlouet, on voit quelques chameaux. L'oued Imini, au-dessous du confluent, a peu d'eau, 1,50 m, avec 40 cm de profondeur. Ce mince filet court au milieu d'un lit de gros galets mesurant plus de 500 mètres d'une rive à l'autre. Plus haut, en face de Teskdelt, la même rivière a 200 mètres de large et est à sec, non par manque d'eau, mais parce que les habitants la font dériver pour arroser leurs plantations. Si je n'en rencontre pas dans l'oued, je traverse plusieurs larges conduites où elle coule, à plein bord. Chaque tribu, chaque village a droit à une quantité d'eau déterminée. Les traités des Qanouns la règlent. Les canaux sont une source de contestation et de querelles fréquentes entre villages et entre fractions. Ces démêlés se vident comme ils se vident tous par la poudre. En ce moment, les gens de Limini et les Eid Toya sont en hostilité avec les Eid Zineb pour ce motif. Rarement ces guerres sont meurtrières. Ils se bornent la plupart du temps à quelques coups de fusil échangés à la frontière. Sixièmement, Adrar Ndiren et Sirois.
Les montagnes tournent tout autour de notre pays, disent les habitants de Tékirt. En effet, de quelque côté qu'on jette les yeux, on ne voit que massifs sombres. Au sud et à l'est, ce sont les flancs des Oued Iounil d'une part, et Méni et Edarmi de l'autre. Talus rocheux de 150 à 200 mètres de haut que nous avons décrits. Au nord et à l'ouest, ce sont de très hautes crêtes, la plupart couvertes de neige, se perdant dans les nuages. On distingue de Tékirt plusieurs sommets remarquables et plusieurs cols. Jbel Anrmar, Tizn Tlouet, Tizn Tishka, Tizn Tamanet, Jbel Tidili, Jbel Sirwa. Les premiers appartiennent à la chaîne du Grand Atlas, qu'on appelle ici Drarndiren. Note de l'auteur. Drarndiren, mot à mot de Deren. Deren est un nom propre, sans signification. Cette expression est universellement employée ici pour désigner le Grand Atlas. Dans le bassin du Souss, elle l'est de même. Dans le Dadès et au-delà, on ne la connaît plus. Elle s'applique donc à toute la portion occidentale de la chaîne jusqu'au Tizinglaoui inclusivement. Fin de note. Quant au Sirois, c'est le pic culminant d'un massif qui s'élève entre le Grand et le Petit Atlas et sépare le bassin du Souss de celui du Dra. Voici quelques détails sur ces différents points. Jbel Anrmar, c'est de cette montagne que sort l'Oued Iounil. Aussi lui donne-t-on quelquefois le nom de Jbel Ounila. À son sommet est un étang toujours rempli d'eau, même par les étés les plus brûlants. Nul n'en connaît la profondeur. Au-dessous, la source de l'Oued Iounil jaillit au milieu des rochers. Cet étang est un objet de vénération profonde pour les musulmans des environs. Le premier jour de chaque année, il y monte en pèlerinage et y immole des brebis et des chèvres. Souffre-t-on de la sécheresse? Les Ionilen, les gens de la Saka, les Heidzin, se cotisent à raison d'une mouzona par tête, achètent des moutons et vont les sacrifier sur ses bords. Tizintlouat, c'est le col où j'ai franchi le Grand Atlas. Elle fait partie du Tizinglaoui, on appelle ainsi la forte dépression qui se trouve en face d'ici dans la Drarndiren et que limite à l'est le Jbel Anrmar, à l'ouest le Jbel Tidili. Ce tronçon de la chaîne porte le nom général de Tizinglaoui. Il renferme 3 cols, ceux de Tlouet, de Tishka et de Tamanet. Tizintishka, col conduisant de la vallée de la Sifmarren dans celle de l'Oued Rdat, à Zerchten, par exemple. L'Oued Tishka qui en descend se jette dans l'Oued Milh, à Imran. Quand le col de Tlouet est encombré par les neiges et que celui de Tishka est par extraordinaire praticable, on passe par ce dernier. Tizin Tamanet, col donnant accès à la vallée de l'Oued Imini dans la tribu des Msfiwa. C'est un 3e chemin pour gagner Marrakech. De ces 3 routes, la plus courte est la dernière, mais la plus facile, et de beaucoup la plus fréquentée, est celle de Tizintlouet. L'Oued Tamanet qui descend du col se jette dans l'Oued Imini. Jbel Tidili. Ce mont, ainsi que ceux qui l'entourent, a le sommet couvert de neige. C'est dans son flanc que l'Oued Imini prend sa source. À l'ouest du Jbel Tidili, la chaîne se continue par une longue suite de crêtes neigeuses qui se perdent dans les nuages. Jbel Sirwa, c'est la plus haute des montagnes voisines, ou dire des habitants. Seule parmi elles, elle a son sommet couvert de neiges éternelles. Sur les autres cimes visibles d'ici, tantôt la neige persiste l'été, tantôt elle fond, suivant que l'année est plus ou moins chaude. Sur les pentes du Sirois se trouve un col conduisant de la tribu des Eit-Tadrat dans le Souss. Les flancs du massif renferment, dit-on, des minerais. Les habitants n'en savent pas tirer parti. Ces montagnes sont toutes également nues, également rocheuses. Point d'arbres, point de végétation, rien que des pierres. Point de bêtes fauves, pas d'autre gibier que des gazelles et des mouflons. Note de l'auteur. Mouflons à manchette, c'est l'animal que les Arabes appellent arwi et les Émaziren aoudet. Ce gibier est le seul qui se rencontre dans les déserts pierreux du Petit Atlas et dans le Bani. J'ai vu des mouflons apprivoisés à Taznart et à Tissint. Fin de note. Les 3 cols du Tizinglaoui sont praticables toute l'année.
Cependant, en hiver, il y tombe parfois une grande quantité de neige. Lorsque la couche est trop épaisse pour qu'on puisse franchir la montagne, les voyageurs attendent dans les villages les plus rapprochés du sommet et passent à la première éclaircie. Et l'on est de même des cols qui, plus à l'est, mettent en relation Demnet et les Heskura, Wawizirt et le Sikis. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Le prochain épisode sera l'acte de naissance géographique de la chaîne de l'Atlas telle qu'elle est connue depuis la publication de Reconnaissance au Maroc. Au cours de ce fameux paragraphe, mentionné dans la préface, le jeune explorateur démêle la masse confuse de l'Atlas marocain en 3 sous-chaînes qu'avoisinent quelques arêtes isolées. L'aridité apparente de ce passage, devenu désormais un classique de la géographie marocaine, est diluée dans la passion de l'auteur qui nous fait survoler le relief mythique avec allégresse. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.